Par exemple, quand vous cherchez à donner une estimée mu en vous servant d'un échantillonnage aléatoire simple, l'erreur, la borne, la marge d'erreur, B mu, c'est 2 fois la racine carrée de sigma au carré sur n fois n majuscule moins n sur n majuscule moins 1. Et vous voyez ici, lorsque vous isolez le n, supposons qu'on finit par l'isoler, il va devoir avoir une expression qui contient des sigma carrés, des B mu, mais des n majuscules aussi. Alors, on commence par diviser par 2, de part et d'autre, et élever au carré pour se débarrasser des racines. Alors, je me retrouve ici avec un terme que je vais appeler d mu. D mu, dans le cas de la moyenne, c'est b au carré sur 4. B étant la marge d'erreur que vous recherchez. En général, ça va être un chiffre, une valeur donnée. Et là, j'ai sigma carré sur n fois n majuscule moins n sur n moins 1. Ouais, je vais commencer par diviser par sigma au carré, de gauche et à droite, multiplié par n majuscule moins 1, à gauche et à droite, et là je me retrouve avec n majuscule moins 1 fois d divisé par sigma au carré, fait que les sigma carrés est disparu, le n moins 1 est disparu, il me reste n majuscule moins n sur n, puis ben, je vais le mettre, je vais faire la simplification, ça me fait n majuscule sur n moins 1. J'envoie le 1 de l'autre côté. Fait que pour le mettre sur le facteur dénominateur commun sigma carré, je dois rajouter un sigma carré ici. Et puis finalement, j'isole n minuscule. Alors, je renverse les fractions, puis je vais multiplier par le n majuscule qui va être rendu au dénominateur. Je me retrouve avec l'expression suivante. J'ai réussi à isoler la taille de l'échantillon n en fonction de la population, la variance, puis dans le terme d mu ici, j'ai la marge d'erreur sur l'estimation au carré, divisé par 4. Fait que si je vous donne une marge d'erreur, une taille de population, puis une variance, vous devriez être en mesure de trouver la taille d'échantillon n qui va satisfaire à vos besoins. Ben, on peut vraiment se servir de cette formule-là seulement si on connaît la variance, hein, parce qu'on connaît n majuscule, en général, on obtient l'aide de notre base de sondage. D mu, c'est donné par le client ou par le problème, par les désirs. Sigma carré, il faut le connaître. Puis ça dépend de la population. Puis en général, on n'a pas cette information-là. Là, peut-être que vous pourriez dire, ah, ben écoute, c'est simple, je la connais pas, la variance sigma carré, mais je vais me servir de la variance empirique de l'échantillon pour donner une approximation de la variance d'échantillonnage. Mais là, il y a un problème. On n'a pas encore prélevé d'échantillon. On détermine la taille de l'échantillon pour pouvoir déterminer l'échantillon, exactement ce que ça va être, qu'on sache comment l'unité aller chercher, aller prélever. Fait qu'on n'a pas de variance empirique à ce point-ci. Comment est-ce qu'on obtient sigma au carré dans ça? Comment est-ce qu'on obtient potentiellement une approximation? Bien, on peut prélever un échantillon préliminaire qui n'a pas nécessairement besoin d'être aléatoire. C'est sans doute préférable de le faire de façon aléatoire, là. Mais dans le pire des cas, vous pourriez sans doute vous arranger avec un échantillon préliminaire pas aléatoire. C'est peut-être un des endroits, peut-être, dans certains cas, où on peut se permettre de faire de l'échantillonnage non probabiliste. Une étude pilote, où vous allez capter la variance de l'échantillon préliminaire. C'est une possibilité, une façon de s'y prendre. Vous pouvez aussi utiliser la variance empirique d'un sondage préalable. Peut-être que cette même étude-là a été faite l'an passé. Puis il y a peut-être des bonnes raisons de s'attendre à ce que ça ne change pas trop d'une année à l'autre. Dans ce cas-là, on ne pourra pas se servir de la variance empirique que vous avez obtenue quand vous avez fait votre échantillonnage, votre sondage l'année précédente. Évidemment, là, il faut s'assurer qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Si vous vous intéressiez, par exemple, à ce qui se passait en 2019 pour les salaires, puis à ce qui se passait en 2020, ben, se servir des sondages de 2019, c'est peut-être pas idéal, parce qu'en 2020, les choses ont changé énormément.
Alors, vous devez avoir une justification là, pour vous permettre de vous servir des résultats d'un sondage préalable. Ou encore, si ce qui vous intéresse, c'est une proportion, ben, vous pouvez utiliser une estimation conservatrice. Prenez une proportion de 0,5. 0,5 dans la proportion, quand vous vérifiez la variance, quand vous calculez P fois 1 moins P, ben 0,5, ça vous donne la plus grande variance possible. Parce que si vous faites le graphique de ça, ça ressemble à ça. Dans le pire des cas ici, quand vous cherchez sigma carré, il est préférable d'être conservateur. De toute façon, quand le temps vient de faire votre échantillonnage, de déterminer la taille de l'échantillon, rappelez-vous qu'il y a une population qui est non répondante. Alors, si vous choisissez ou si vous obtenez que vous devez avoir une taille d'échantillon N, qui est par exemple, je sais pas, 278, vous allez devoir demander à plus de 278 personnes parce que vous vous attendez à ce qu'il y ait une partie des gens à qui vous demandez qui ne vont pas répondre. La taille que l'on utilise en pratique est toujours plus élevée que la taille optimale que vous allez obtenir ici. Puis puisque si on est conservateur avec notre estimation de la variance, on obtient des tailles d'échantillons qui sont conservatrices, encore, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Pas pour le fait que ça peut coûter trop cher. Mais si ça coûte trop cher, il faut réduire nos attentes quant à la taille de l'intervalle de confiance. Il va peut-être falloir se satisfaire d'un intervalle de confiance qui est plus large. Retournons à notre exemple classique ici. Là. On a une population de taille 37 444. Mettons qu'on s'intéresse à estimer la moyenne, ou trouver une estimée pour la moyenne mu, une variable réponse dans la population. On a un échantillon aléatoire simple de taille 132. On calcule un écart type dans ce sondage-là de 16,35. Maintenant, prenant pour acquis l'écart type qu'on a calculé dans un sondage préalable, ce sondage-là que je viens de décrire, c'est une bonne approximation pour la variance ou pour l'écart type de la population. Maintenant, je pourrais vous demander de déterminer la taille requise de l'échantillon qui va vous permettre d'avoir un estimateur pour la moyenne de la réponse avec une marge d'erreur que vous visez d'être au plus 1,7. Fait que maintenant, on a une valeur pour la variance, pour l'écart type, c'est 16,35. On a une marge d'erreur visée de 1,7. On s'intéresse à la moyenne et puis on a une taille de population de 37 444. Alors, je commence par calculer le terme D. Je vous rappelle, c'était le carré de la borne B, de la marge d'erreur B divisé par 4, c'est à peu près 0,73. Et là, on remplit, on substitue nos valeurs. N majuscule, ici, S, N majuscule moins 1, voici mon D mu, voici mon S encore, carré. Ça vous donne une taille d'échantillon d'à peu près 367. Alors, si notre premier sondage était représentatif, puis on prend pour acquis qu'il l'est, on sert de l'écart type du premier sondage. Maintenant, si on cherche à obtenir une marge d'erreur de 1,7, si on veut que le rayon, l'intervalle de confiance qu'on va obtenir ça soit 1,7 ou plus, ben, selon ces données-là, il faut choisir un échantillon de taille 367.